Bienvenue dans Partage de coach, le podcast propulsé par Asilience Coaching. Je suis Charline et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace unique où chaque rencontre est une source d'inspiration et de transformation. Ici, vous allez découvrir bien plus que des interviews. Des parcours marqués par la résilience, des histoires authentiques et des clés concrètes pour avancer avec plus de clarté et d'impact dans votre mission. Que vous soyez coach, accompagnant ou simplement en quête de sens, ce podcast est là pour vous aider à grandir, vous inspirer et incarner votre rôle de leader du changement. Installez-vous confortablement, ouvrez vos esprits et laissez-vous inspirer. Hello Mélisa, comment tu vas? Mais ça va très bien, je te remercie. Bah écoute, ravie de t'accueillir sur Partage de coach. Merci à Alors, toi. alors du coup Mélisa, est-ce que tu pourrais nous partager qui es-tu globalement, professionnellement Yes. Moi, c'est Mélisa, donc j'ai 40 ans. Je suis donc coach professionnel certifié et fondatrice de votrevoix.com, qui est justement, si tu veux, moi je suis spécialisée sur le domaine de la transition et de la reconversion, que ce soit sur un domaine professionnel ou personnel. Donc j'interviens pour toutes les personnes qui sont en perte de sens, qui ont perdu confiance en elles et qui ont des pertes d'estime d'elles-mêmes, mais pas que. Ça peut être TDAH, les HPI, les multipotentiels, toutes ces personnes-là qui ont des profils neuroatypiques et qui ont besoin justement d'accompagnement. Ok, trop bien. Et si tu devais te décrire justement en une phrase, tu te décrirais comment? Une main de fer dans un gant de velours. Non, je suis vraiment quelqu'un de très pragmatique. Je frotte pas dans le sens du poil, je suis très authentique et c'est ce que j'encourage à faire au niveau de mes coachés, d'être eux-mêmes, de pouvoir parler librement, d'oser se dire, euh, d'oser s'exprimer, même sur des choses où ils se disent ouais, c'est un peu bête. Non, il n'y a rien qui est bête en fait. Soyez vous-même et à partir de là, on bosse vraiment. Donc, je suis plutôt ce type de coach qui accompagne avec douceur, mais qui sait avec fermeté où est-ce qu'on essaye de m'emmener et où est-ce que j'irai pas. Et c'est dommage parce qu'il y a des gens qui pourraient se perdre justement en se disant ben, finalement, elle me pousse dans mes retranchements, mais pas du tout. Je suis pas là pour ça. Je suis vraiment là pour vous aider en coaching, pour avancer dans votre vie. Sinon, pourquoi êtes-vous venu me voir? C'est ça que j'ai envie de leur dire à chaque fois. Mais ça se passe très bien. Super. Et si on pouvait avoir justement ton histoire depuis que tu es toute petite jusqu'à aujourd'hui, que ça soit personnellement, professionnellement, quel est Ouais. ton parcours? Bah, c'est marrant parce que quand tu m'as dit ça, la toute petite, je me vois dans mon jardin avec le souhait d'avoir un super pouvoir. Et mon super pouvoir, ben, je rêvais de savoir la vérité sur les gens, d'avoir un super pouvoir de, tu vois, un peu comme dans le film Que veulent les femmes. Sauf que moi, ce serait pas pour savoir ce que veulent les hommes, hein, c'est juste comprendre les gens, comprendre un petit peu la vie. Donc j'étais une petite fille assez curieuse. J'avais toujours un appareil photo imaginaire avec moi. Je l'avais, tu sais, c'était un appareil photo argentique, mais sans pellicule. Et je prenais en photo comme ça des images dans mon jardin que je gardais mentalement. Et ouais, j'étais assez désinvolte, avec un gros caractère. J'aimais bien ne pas être comme les autres. J'analysais beaucoup les choses, je regardais beaucoup de choses, même bien avant mon âge. Et voilà, ça m'a servi toute ma vie en fait. J'ai gardé ça de mon enfance. Après, bah, l'adolescence, bah voilà, c'est l'adolescence, quoi. J'ai envie de te dire, tu vas au lycée. J'en parlais pas plus tard que tout à l'heure, la crise d'adolescence, quoi. Recherche d'identité, tu traînes avec des groupes, voilà, t'es en quête de sens. Donc, tout chamboule. Et puis après, à partir de 20 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et là, j'ai choisi, alors vraiment très caricatural, de me lever un matin et de devenir photographe. J'ai dit, je veux être photographe. Pourquoi? Parce que j'avais cette quête d'identité. Donc, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Et en fait, je voulais vraiment rendre mes parents très très fiers de moi. Je me suis dit, je serai photographe, mais de très haut niveau. Donc, j'aimerais rencontrer des gens super intéressants, enfin les plus grands. Et j'ai rencontré beaucoup plus tard Peter Lindbergh. J'ai fait un shooting photo dans Paris et il était, en fait, on était sur le Ritz, on était sur enfin, dans un hôtel. Et je devais faire un shooting photo pour un magazine. Et lui, il était un étage au-dessus de moi. Et je l'ai croisé en bas dans l'immeuble et je me suis dit, regarde, c'est. J'ai dit à mes modèles, je vais regarder, c'est juste Peter Linder qui passe devant nous, quoi. Elles me font, mais c'est qui? Je fais, non, c'est pas possible. Et en fait, je me rendais compte que je réalisais mes rêves, quelles que soient à chaque fois les étapes de ma vie. Je me suis fixé un objectif, je me suis dit, c'est là où je veux aller et là où j'irai.
Et à partir de là, bah, j'ai continué comme ça jusqu'à mes 30 et aujourd'hui 40 ans. Donc là, tu vas me dire comment j'ai commencé le coaching, pourquoi est-ce que ça arrivé là dans ma vie? Eh ben, tout simplement parce qu'un jour, je me suis retrouvée, alors je travaillais pour du prêt-à-porter, je me suis retrouvée au fond d'un rayon. Ça faisait 3 ans que j'étais là, que personne ne me remarquait ni me regardait le matin pour me dire bonjour, euh, que mon manager était assez, enfin, à l'époque, si tu veux, les managers, ben voilà, quand tu es dans des grosses équipes, clairement, ils n'ont pas toujours le temps à accorder à tout le monde. Mais même sans ça, je trouvais que je disais plus non. J'étais devenue béni oui oui à tout le monde. Je savais plus qui j'étais, je savais plus où je voulais aller. Enfin bref, une grosse fatigue quoi. Donc j'avais ouais 30 ans. Et là j'ai dit non c'est bon, ça me saoule. Il y a un truc qui va vraiment pas. Et là j'ai choisi en fait de trouver une coach. En fait c'est plutôt elle qui m'a trouvé sur mon chemin de vie. Je sais pas comment ça s'est produit, mais en gros je faisais un shooting photo culinaire parce que je faisais à l'époque photo de beauté, mode et culinaire. Et en fait, une de mes clientes a une maman qui est coach. Et elle m'a dit, mais en fait, parle avec ma mère, ça te fera du bien. Et puis, vous verrez si vous ferez un bout de chemin ensemble. Et j'ai discuté avec elle. Et en vrai, je me suis décidée, mais qu'un an après. Pendant un an, je me suis dit, mais non, mais allez, je peux y arriver. Je méthode. Que dalle. Les bouquins à la Fnac, les vidéos, tout ce que tu veux, c'est bien, ça apaise. Mais c'était pas la méthode. J'ai fait, non, c'est bon, je vais arrêter de tourner en rond. Et je l'ai recontacté un an après, et c'est à partir de là que l'aventure elle a démarré. Donc en gros, pour dire, elle a démarré comment, c'est déjà j'ai réappris mes valeurs. Je savais même pas ce que ça voulait dire des valeurs. Genre elle m'a sorti le mot, j'ai dit mais valeur dans quel sens? Ça veut dire quoi une valeur? Elle m'a dit c'est vraiment quelque chose qui est propre à toi et personne ne peut te l'enlever quoi. Il a fallu redécouvrir ça. Donc j'adore ce travail sur les valeurs qui fondent vraiment l'individu et bah, poser des limites. D'où justement la présentation du travail sur le mot non, qui a été plus que vital pour moi. Et à partir de là, j'ai compris que j'étais décisionnaire de ma vie. Qu'il n'y a personne qui va venir me voir et faire toc toc, t'es malheureuse, oh, je vais t'aider. Non, non. On est tous responsables de notre propre vie. Ça sert à rien euh, de projeter sur les autres nos propres besoins, c'est-à-dire d'attendre qu'ils nous écoutent. Communiquez en fait, dites les choses. Dites simplement, j'ai besoin de ça pour que tu fasses ça. Je sais que c'est dur au début, mais qu'est-ce que ça soulage et ça amène du positif autour de nous, même pour nos familles. Enfin, ils nous comprennent mieux, ils écoutent mieux. Alors, ils sont dans le droit de refuser, bien sûr. Eux aussi, hein, ils ont leur libre choix. Mais à partir de là, j'ai changé toute ma vie, en fait. Et combiné avec mon potentiel de me dire j'ai un rêve, j'ai un objectif, j'y vais et j'y vais à fond, bah, à partir de là, ça a fait des étincelles, quoi. C'était génial. Et du coup, c'est là que tu as pris une formation du coup de coach à côté de ton job de photographe? Alors en fait, j'ai dû faire un choix parce que je pouvais plus faire les deux, les trois, courir après 10 lièvres en même temps, ça faisait beaucoup. Bah, je me suis rendu compte que la photographie, c'était bon, j'avais atteint le chemin que je voulais et que j'avais fait le tour de beaucoup de choses. En plus, avec le Covid, il y a eu beaucoup de restaurateurs qui ont fermé, donc c'était dur. Et puis bah là, actuellement, avec l'IA hein, et toutes les photos générées par l'IA, c'est quand même assez compliqué. Donc, j'avais fait le choix à cette époque-là d'arrêter. Je me suis dit, je me concentre sur moi, je ne fais pas 10 choses en même temps, il faut que je règle ça, c'est maintenant. Et à partir de là, ouais, je me suis certifiée. Je me suis dit, je vais accompagner des gens qui ont, comme moi, tourné en rond pendant X années, qui cherchent un coach ou une coach qualifiée, qui est pas dangereuse dans le sens qui va pas manipuler, qui fait très attention à sa déontologie, qui est droite dans ses bottes et avec qui je peux progresser. Et quand je me suis rendu compte qu'on est sur un marché que quand même, il y a des coachs à foison, on va pas se mentir. Mais il y a coach et coach. Ça aussi, on va pas se mentir. Et ça me fait du bien de pouvoir en parler là parce que moi, c'est ce que je dis, un cas sur deux, au début, je tombais que sur des faux furieux, quoi. Alors ça peut se transformer sous des biais cognitifs, de la manipulation, ça peut être des profs, ça peut être
Ouais, des gens qui pensent qu'ils ont la science infuse, ils disent que oui, 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 ils vont faire le nécessaire pour être supervisés. Et en fait, non. Enfin, tu vois, il y a des choses. Je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment être loyal. Tu sais, toutes ces valeurs qu'on nous a données quand on était petit, quoi. Moi, on m'a appris la loyauté, on m'a appris oui, à travailler à la sueur de mon front, à être honnête, à dire la vérité, à être authentique, à être moi-même. Et ça, en fait, c'est vraiment ce qui me permet de tenir sur mes deux pattes, tu vois. Hmm. Je creuserai un petit peu sur ça juste après. Je voulais juste revenir sur ce que tu m'as partagé au début que je trouve intéressant. Ouais. Euh, Parce que tu m'as parlé justement que tu avais un peu cette envie d'avoir ce super pouvoir de savoir la vérité. D'après toi, ça vient d'où justement ce besoin-là de savoir la vérité depuis tout petit? Alors là, bonne question. Moi, je suis du signe balance en plus, je te dis pas. Je crois que je suis née avec une épée en mode tranchante. Non, je sais pas, c'est un besoin fondamental. Je crois que j'aime pas qu'on me mente. J'ai ce besoin de confiance. Sinon, comment tu veux, d'ailleurs, c'est le besoin, c'est une valeur. Tu peux pas construire des relations humaines vraies s'il n'y a pas la confiance. C'est la même chose avec mes clients, c'est la même chose avec un professionnel de santé. Tu vas le voir, tu lui fais confiance. Je pense que c'est propre à l'humain et que pour moi, ben, quand je suis née, c'était ben, montrez-moi, vous qui êtes adulte et qui connaissez mieux la vie que moi, c'est quoi la confiance. Et à partir de là, on pourra échanger. Mais du moment que je me sentais trahie, forcément, il y a quelque chose de blessé, tu vois. Il y a quelque chose qu'on peut pas reconstruire derrière une perte de confiance. Tu peux pas dire, par exemple, à ton conjoint, bon, je t'ai trompé, excuse-moi, je reviens. Il y en a qui le font. Respect, hein, mais moi, je peux jamais imaginer une vie avec quelqu'un qui m'a blessée. Comment tu peux essayer de pardonner sur ces choses-là? Il y a des choses où tu peux pas. Enfin, pour moi, c'est non négociable en tout cas. On peut pardonner, mais construire sur un mensonge, ça reste compliqué. Hmm. Tu as parlé tout à l'heure de rendre fiers tes parents. Est-ce que ça, c'est encore un moteur aujourd'hui ou c'est quelque chose qui était là au début? Ouais, t'as raison, c'est quelque chose qui était là au début, mais qui n'est plus là. Parce que, ben, voilà, j'ai perdu mon papa, paix à son âme. Je sais toujours qu'il sera fier de moi, que quoi que je fasse, mes parents, ils seront fiers de moi. Mais quand t'as 20 ans, t'as besoin de l'entendre, t'as besoin de le voir, t'as besoin de conquérir le monde. Et d'ailleurs, dans le coaching, justement, dans ce qu'on nous apprend sur on va dire, des tranches d'âge, ben, on voit bien que ça fait partie de ce que j'ai vécu à ce moment-là. C'est, t'as besoin de prouver. Hmm. T'as besoin de prouver, t'as besoin de découvrir, d'aller conquérir. Mais une fois que t'as passé ça, en fait, tu te rends compte que t'étais en lutte avec toi-même, finalement. Mais que ça Ouais. t'a, enfin, moi, tu vois, ça m'a développé. J'ai fait des choses incroyables que je me serais jamais dit. En fait, je viens de la campagne, hein. Je viens de Châlons-en-Champagne, c'est une petite campagne. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui m'a poussée à viser Paris, à aller viser plus haut que les autres. Et à force d'être comme ça, ben, je le vis partout dans mon quotidien. Donc les gens, ça leur donne envie. Ils s'autorisent. Ils se disent, ah ouais, j'aimerais bien être comme elle. Ou au contraire, j'ai aussi de la jalousie. Et ça, je regarde pas. Je veux dire, c'est pas mon problème. C'est juste un miroir inverse de ce que j'arrive à faire. Hmm. Et tes parents, comment est-ce qu'ils l'ont vécu justement cette transition-là? Enfin, t'as fait plein de choses, la photo, le coaching. Je sais pas si tes parents sont ouverts à tout ce qui est accompagnement, tout ça. Comment ils ont vécu justement tes changements dans ta vie? Bah, c'est vrai que bah, il me reste ma maman. Je pense qu'il y a des choses pour lesquelles elle comprend très bien et pour d'autres non. C'est tout nouveau pour elle. Tu parles, elle a 73 ans, tu vois, on ne l'a pas accompagnée elle-même dans sa vie. Donc, puis il y a une certaine fierté d'une certaine époque où on parlait pas de ses problèmes. On parlait pas. Nous, alors, c'était le marche ou crève, quoi. Les périodes d'après-guerre, les grands-parents, donc les parents de mes parents, ils ont vécu ça. Et on mettait pas son linge sale devant les gens. Donc, comment veux-tu qu'elle, elle comprenne ça maintenant quand on en parle? J'ai fait un travail avec elle là-dessus, hein. Je lui ai dit, viens, on Ouais. va. Je sais que je peux pas te coacher parce que tu es ma mère, mais je demande pas à coacher, je veux juste qu'on communique, que tu m'exprimes clairement tes besoins. Et maintenant, elle s'ouvre un peu plus, tu vois. Donc la preuve que la communication, bien au-delà du coaching, ouvre des portes, mais encore faut-il s'autoriser à pouvoir le faire.
Hmm. Et je pense qu'il y a un rythme. C'est pas parce que moi j'évolue plus vite qu'elle elle est obligée de me suivre. Je respecte sa manière d'être. Ça s'appelle respecter les écologies en fait des gens en fait. Chacun a son rythme, chacun a sa manière de voir. Et parfois c'était frustrant et je me suis dit c'est pas la frustration que elle me provoque qu'il faut travailler, c'est moi en moi. Qu'est-ce qui est blessé et qui fait que ça je peux le Hmm. travailler sur moi. Hmm. Et on en revient encore au sujet de la responsabilité, tu vois. C'est pas en projetant sur les autres nos propres manques et nos faiblesses qu'on peut avancer. C'est vraiment sur nous-mêmes. Et si on voit qu'en face, on n'a plus envie d'avoir le schéma, le tableau qui est en face de nous, bah, il faut changer. Il faut changer. Oui. Si, bon, après, la famille, c'est dur de changer. Clairement, ta famille, tu la choisis pas. Tu es né avec ta famille. Mais si tu as une personnalité toxique dans la famille, tu es en droit et en devoir de te protéger, Hmm. même si c'est quelqu'un de très proche de toi. Oui, tu prêches une convaincue. Mais du Ouais, coup, ce que je trouvais intéressant par rapport à ta maman, en tout cas, c'est la capacité de justement créer un espace sécure de communication où l'autre, du coup, peut se permettre d'être quelque chose qui ne s'était pas permis jusqu'avant, c'est-à-dire ouais. exprimer ses besoins, tout ça. Tu as créé l'espace, en fait, pour que l'autre puisse s'y déposer à son rythme. Bah oui, parce que je pense que quand elle-même a été petite, ses parents lui ont pas appris. C'est quelque chose qu'on t'apprenait pas à l'époque. C'est Hmm. comme ça, c'est tout. Il n'y a même pas à culpabiliser ou à dire c'est de sa faute. Non, ça n'existait pas. Ou alors très peu, peut-être dans quelques familles, mais c'était pas un sujet à la mode. Hein. C'était plutôt trouver du boulot, avoir une maison, des enfants, se poser et créer sa vie de manière linéaire, c'est-à-dire le même boulot pendant 20, 40, 50 ans. Sécurité, voilà, sécurité. Et Et je la remercie de m'avoir fait confiance quelque part parce qu'en me laissant entrer comme ça, elle m'a aussi autorisée et elle s'est autorisée aussi. Donc c'est chouette. C'est vraiment chouette. Hmm. Yes. Et tu as parlé tout à l'heure justement quand tu as eu cette période à tes 30 ans où du coup là tu as eu une grosse remise en question, un an de réflexion, enfin tout ça, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi justement qui fait que tu as pris cette grosse décision? Je sais que ça peut parler à beaucoup de personnes qui vivent des Mm. transitions pro ou des incertitudes, donc je me dis qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ah bah, je me rappellerai toute ma vie, hein. J'étais assise sur des escaliers là où j'ai pris la décision de l'appeler et j'ai dit au fond de moi, stop. Mais un vrai stop. J'ai dit, c'est bon. Pendant un an, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait au final qui m'a fait évoluer? Rien. Il n'y a rien qui a fonctionné. J'ai dépensé des sous dans des bouquins qui restent sur une armoire, j'ai lu, mais qui ne me donnent pas les réponses. J'attendais pas d'elle des réponses, j'attendais de pouvoir avoir une écoute, euh, une aide à côté de moi pour comprendre mes propres mécanismes. Pour me dire, bah là, en fait, cette semaine, par exemple, j'avais une directrice qui m'appelait souvent ma petite Mel. Non, mais je suis pas ta petite chose, tu vois. C'est un truc vachement violent, en vrai, ces petits mots-là. C'est ma petite Mel, ma petite dame. C'est bien sympa, mais en fait, sous couvert de gentillesse, crois-moi que ça détruit, en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'a saoulée et je me suis dit, mis bout à bout, tu mets ça, tu mets. Je m'étais dit, qu'est-ce qui va me prouver que j'ai besoin de ce coaching? En fait, il y avait plein d'éléments devant moi et c'est un peu comme si on te fait bouffer du poison tous les jours. Et tu te dis à un moment donné, stop, en fait, j'ai eu ma dose. Maintenant, je veux prendre l'antipoison, je veux prendre vraiment ce qui va me permettre de sortir de ça parce que je veux avoir une belle vie. Voilà, c'est qu'est-ce que je veux. À un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux plutôt que pleurer sur ton sort? Qu'est-ce que tu veux? Ah, bah, je veux être reconnue, je veux être respectée. Euh, je veux être une Mélisa qui vient le matin et qui sourit, à qui on dit bonjour. Je ne veux plus être invisible. J'en étais là, hein. J'étais vraiment invisible. Hmm. Et je m'en amusais d'ailleurs. Je passais d'une pièce à l'autre. Je passais à côté des gens. Ils me regardaient pas, ils m'entendaient pas. D'où le super pouvoir de vérité. Je me suis dit, mais en fait, je peux entendre même des conversations. On me voit pas. Et pourtant, je suis à côté. Et c'est Hmm. triste. C'est vraiment triste. Tu sais, des fois, on voit ça dans des séries ou dans des films. Il y en a toujours une. Tu lui dis bonjour, t'as beau discuter avec, on s'en fout. Ce manque de considération, il m'a blessée. Et c'est pour ça que j'ai plus d'intuition, que quand je regarde quelqu'un, je vais avoir plus le soin du détail. Ça peut être dans le non-verbal, ça peut être dans la manière, le volume de la voix, tu vois, la posture. Tout ça, je le sais, je le ressens, je l'ai vécu. Ou en tout cas, ça me donne des indices. En fait, je savais même pas que déjà là, à ce moment-là, je travaille déjà des outils de coach, de perception qui font que je suis ce que je suis, en fait, tu vois. Hmm. Donc c'est parce que j'ai traversé un long, long désert que je me suis dit, ça y est.
Je l'appelle. J'arrête les frais. Tu vois, même là, je le ressens encore, tu vois, c'est j'arrête les frais. Hmm. Et il y a une question aussi que je me pose par rapport à ce que tu as dit par rapport au côté invisible. Mais on sait que ben, si tu as fonctionné d'une certaine manière, ça a forcément été utile. Donc, qu'est-ce que tu protégeais derrière le fait d'être invisible? Ouais, c'est pas bête comme question. Je pense, justement, comme j'ai été beaucoup trahie, beaucoup blessée, le fait d'être invisible, ça te donne le super pouvoir de tout entendre, tout voir et essayer d'en faire des compréhensions, mais il n'y a pas l'autre, donc il n'y a pas l'échange avec l'autre. Hmm. C'est super intéressant ta question parce qu'en vrai, je voulais simplement avoir la paix et la tranquillité. Mais ça suffit quand ça fait 3 ans qu'on t'écoute pas, qu'on s'en fout, parce que de toute façon, Hmm. c'est pas que j'avais rien à dire, c'est que cette cage, je l'avais choisie inconsciemment. J'ai choisi un univers qui est le prêt-à-porter, donc il y avait tellement de monde qu'on risquait pas de m'embêter. Et à la base, j'avais choisi ce métier-là pour pouvoir continuer aussi la photographie à côté. Sauf que là, ça se terminait. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. En fait, je me suis dit, si j'ai super bien fait ma prise en doré, elle est magnifique. Maintenant, je vais en sortir. Ça Ouais. suffit. Et c'est génial parce que du coup, on voit qu'aujourd'hui, quelque part, c'est comme si tu avais fait un pont justement entre cette paix que tu recherchais dans le passé en étant invisible et là, tu as trouvé la paix en relation aussi et en allant vers les gens. Enfin, c'est Ouais, génial. ouais, ouais. Et puis, ce qui était vachement agréable après, enfin pour moi, en termes de victoire personnelle, c'est qu'une fois que j'avais fini mon coaching, que j'étais bien rebootée et que j'étais vraiment Mélisa, qui je suis, j'ai recroisé des gens qui m'ont jamais adressé la parole ou comment dire, se sont permis de me dire, t'es grâce à là, enfin, t'es ici grâce à nous. Alors là, c'était génial. J'ai dit, mais incroyable. Donc là, tout ce que tu vois de moi, c'est toi qui l'as créé. C'est magnifique. Non, c'était génial de voir ça. Parce que ça prouve aussi que mon environnement, bah, on me l'a servi sur un plateau d'argent en me disant, tiens, Mélisa, est-ce que tu en veux encore? Non, j'en veux plus. Ça m'a assez gavé, j'ai assez mangé. Je passe à autre chose. En fait, Ouais. la vie t'envoie des messages en mode, tiens, ça y est, t'es sorti de ta prison dorée, t'es sûr, tu veux pas y dire au revoir avant de partir? Si, si, je vais dire au revoir et ciao, ciao. Hmm. Ça me fait penser au livre que j'ai lu il y a pas très longtemps. Je sais pas si tu connais, c'est Le Chevalier à l'armure rouillée. Ça me Ah fait non? penser un petit peu. Ah bah, franchement, je te conseille, ça me fait hyper référence justement cette étape de libération un peu. C'est enfin, c'est génial. C'est ma Ouais, thérapeute qui m'avait conseillé. Trop c'est bien. ça. Ou alors, tu sais, sur le film Seul au monde, quand tu le vois qui quitte son île, en fait, en train de ramer là, sur son radeau, il quitte son île, il est heureux, ça y est, c'est la liberté, mais il la regarde aussi avec tristesse. Je sais pas si tu vois dans le film, mais c'est ce sentiment-là de se dire, c'est horrible, hein, je me libère, et en même temps, je vois cette partie de moi qui a fait X années de ma vie, mais qui m'a rendue tellement plus forte. Et c'est fini. Et tu vois la brume qui arrive comme ça, et c'est terminé. C'est Mm. ça. C'est un peu cette sensation-là quand tu as une page qui tourne. En Mais il tout y a cas pour beaucoup de moi. gens qui fuient cette partie-là, justement. Enfin, moi, ce que j'observe aussi, c'est que justement, on sait, des fois, on sent que, bon, il y a une page qui doit se tourner, mais du coup, on refuse de la tourner et du coup, en fait, on reste sur notre île et on veut pas aller, mais il y en a qui meurent comme ça, enfin, qui restent toute leur vie Ah là-dedans. oui. Donc, c'est hyper courageux d'avoir pris ce bateau et d'être allé dans le brouillard. Ouais, après, je t'ai dit, ça m'a demandé 1 an de réflexion. Donc, c'est pas, je sais hein, qu'il y a des accompagnements qui se font pas comme ça d'un coup d'un seul. Ça, vraiment, ça mature. Tu Ouais. plantes une graine et ça libre choix, en fait. Ouais. Et j'avais une question aussi parce que tu as dit un truc intéressant que je partage également, c'est justement sur les vidéos, sur les livres et tout ça, que c'est génial, mais il y a beaucoup de personnes qui osent pas passer le cap du coaching. C'est quoi qui a fait la grosse différence pour toi entre les livres que tu as lus, les vidéos et quand tu as commencé réellement à te faire accompagner? Bah, le concret, c'était vraiment propre à moi, là, ma situation. Un être humain comprend très bien ce que tu es en train de vivre. En plus, elle est formée, donc on était vraiment là où on doit être. C'était pertinent. Un bouquin, par exemple, je vais prendre L'intelligence émotionnelle là, de Daniel Goleman. Ça va parler de la capacité à reconnaître, à comprendre et gérer ses propres émotions tout en percevant et influençant positivement celles d'autrui. Super. Donc, je vais reprendre l'exemple de ma petite Mel qui m'a créé une émotion de colère et d'agacement. Euh, Moi, je suis allée voir cette responsable et je lui ai dit clairement, par contre, c'est plus ma petite Mel. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. D'ailleurs, c'était ma directrice. Crois-moi qu'elle s'est mise droite dans ses bottes, elle a sursauté et j'adore ce moment. J'ai kiffé faire ça pendant tout le long de mon coaching.
Ça fait comme une décharge électrique. Donc son cerveau, il s'est rebooté aussi. Je lui dis, bah non, en fait, le respect, il a un double sens. Oui, mais c'est gentil, c'est affectueux. Non, ça ne l'est pas. Et vraiment, quand tu dis ça, non, ça ne l'est pas droit dans les yeux, tu as un pardon derrière, ou tu as un excuse-moi, ou bon, bah, je le ferai plus. Hmm. Et la prochaine fois qu'on se voit, tu vois, les prochaines fois qu'on se voyait, et ben crois-moi que c'est resté. Et là, il y a le respect. J'ai fait Hmm. waouh! Ah ouais, franchement, c'est libérateur. Ouais. Parce que c'est ancré chez toi. Parce qu'il y a plein de gens, des fois, du coup, qui lisent des livres, des méthodes, des stratégies et qui appliquent concrètement juste ça, mais il n'y a pas Ouais. le truc ancré. Donc, c'est tellement fragile que l'autre, en fait, il se passe rien du tout. Ben, c'est ça la différence, c'est que quand quelqu'un est décidé à faire un coaching, crois-moi, il est déter. Il est vraiment, j'en ai ras-le-bol, je me prends en main. Tout ce que j'ai fait, ça n'a pas marché, ou j'ai besoin d'aide, ou alors, il y a le j'ai besoin d'aide, je veux être accompagnée par un mentor hein, qui va donner des conseils, qui va faire des super conférence et qui va calquer sa vie. Mais encore une fois, ça reste du conseil. La différence avec un coaching, c'est je te donne un outil, donc un exercice, tu le prends, tu le prends pas, mais c'est ta responsabilité. Et quand tu as envie de sortir de la prison, tu y vas, quoi. T'as plus envie de revivre les mêmes choses. Et c'est ce qui m'a donné toute cette force. Et cette volonté, je l'ai depuis toujours, hein, puisque c'est ce qui m'a toujours poussé à atteindre mes objectifs, comme être photographe. Je voulais sortir de ma prison qui était celle de la campagne. Tu vas me dire, il y a beaucoup de prisons hein, dans ma vie. Hein. C'est pas ça. C'est c'est que je suis quelqu'un qui est très porté sur la liberté. Alors la liberté, bien sûr, il y a toujours liberté et les devoirs. C'est pas, tu peux être libre mais pas libéré, j'ai envie de te dire. Et moi, ce qui m'a vraiment poussé à agir, c'est vraiment ce côté prise de confiance en moi. En fait, du jour où j'ai pu redéfinir mon identité, j'ai dit c'est ça. C'est exactement ça que j'aurais dû faire il y a des années de ça, plutôt que de me laisser marcher sur les pieds, quoi. Mais c'est un Hmm. travail d'une vie, hein. Ça peut revenir parfois. Ça peut Oui, revenir. comme un oignon. On ouvre les petites pelures d'oignon. Oui, et puis comme tu dis, il y a des gens qui n'ont pas ma capacité aussi, hein. Je sais aussi que chacun est libre, chacun a sa manière d'être. Mais même dire non à, je sais pas moi, un beau-parent qui est trop insistant, qui te dit si tu vas reprendre une deuxième part du bout de gâteau que je t'ai fait, mais si, 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 un non c'est très bien, un non très poli c'est très bien, c'est un petit geste. Ah, c'est trop Hashtag drôle que j'adore mes tu dises beaux-parents. ça. Mais oui, mais tout le monde a la référence du repas du dimanche ou de Noël. Noël qui peut être compliqué pour certains. Ah ouais, moi des fois ça m'avait saoulé ça. Et puis, mais moi je disais quand même non, mais je me suis dit putain, mais il persévère quand même, hein. C'est-à-dire que chaque repas, c'est quand même la même question. Je sais, bon, il y a peut-être un truc là, il faut que je sois plus ferme, je sais pas comment on fait, mais insupportable. Ouais, je sais, ben, il faut avoir une conversation franche, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ma mère. Je lui ai dit, mais en fait, quand je te dis non, c'est pas pour rigoler, hein. C'est pas, je suis plus la petite fille, hein. Mais tu sais, souvent, c'est ça. S'ils te regardent toujours avec les yeux, ils te voient enfant. C'est pas Hmm. méchant, mais c'est quand même assez agaçant. Ouais, et puis souvent aussi, je pense que ça parle aussi à beaucoup de personnes, c'est qu'il y a une sorte de banalisation quand même de beaucoup de choses. C'est-à-dire que, comme tu disais, les petits mots gentils mais qui sont réducteurs, les petites phrases insistantes qui sont gentiment dites mais qui... Tout ça, c'est minimisé. Donc même quand tu vas te positionner, si c'est pas aligné, ben ça, c'est Ouais. très fragile. Donc faut... Enfin, c'est très difficile des fois face à des gens, on va dire, qui sont pas dans cette phase de développement ou de conscience de qui ils sont et tout ça bah, d'expliquer que bah non, c'est pas rien. Parce que pour beaucoup, ça l'est. C'est très bizarre. Non, en fait, c'est simple. C'est parce que tu sais que moi aussi, je travaille dans la vente, hein. Tu vois, j'ai un autre métier à côté qui est la vente. Il faut être très convaincant et convaincu. Si, en fait, on est des êtres sociaux, si toi-même tu doutes au fond de toi, l'autre, il va ressentir ton doute et la faille, elle est Oui. créée et vlou, je vais dedans. Et moi, comme j'ai du leadership et que de toute façon, j'impose, j'impose, c'est comme ça et pas autrement, bah, c'est foutu. En fait, faut pas qu'il y ait de faille. C'est un peu comme mon armure de chevalier est rouillée, là. En plus, il a des failles, le pauvre, il doit pas aller très loin. Non, mais c'est clair. C'est clair. Et c'est pour ça aussi que je pense que quand on a... Enfin, on a tous des failles de toute façon. Oui. euh, Bah, le truc, c'est que la plupart des personnes qui se font pas forcément accompagner, bah, on va rejeter la faute sur l'autre. On va dire ah bah non, mais il avait pas à faire ça. Bah oui, mais c'est quoi ta faille qui fait que tu peux
ne plus reproduire ça parce que sinon, bon, c'est bizarre, ça arrive pas qu'avec lui, ça arrive avec beaucoup de gens. Donc, Ah bah à ça, moins ouais. qu'il y ait beaucoup de cons, je sais pas. Mais Non, mais t'as faut raison, être c'est honnête, exactement quoi. ça. Exactement. Être honnête, c'est la base déjà du coaching. C'est-à-dire, quand j'étais sur ces escaliers, c'est ce que je me suis dit. Sois honnête avec toi-même, tu veux quoi là en vrai? Tu veux continuer? Tu veux faire quoi? Et ce qui est le plus drôle, c'est que je suis sortie de cet environnement toxique. J'y suis retournée après mes études de coach. Et là, en fait, j'ai compris une chose. Quel que soit l'endroit où je vais, toxique ou pas, ce qui fait ma perception, c'est moi et ce que j'en fais. Les autres, on s'en fout. C'est-à-dire que, bien sûr, j'ai changé de magasin, j'ai changé d'environnement, mais j'ai pas réussi à rentrer dans une entreprise où je fais du coaching H24. Et tant mieux parce que quelque part, je deviendrais folle à en faire tout le temps, tous les jours. Tu vois, j'en fais dans mon activité de coach en parallèle, mais j'ai besoin de me nourrir du concret de la vie, c'est-à-dire sur le terrain de la vie. Sinon, je pourrais pas comprendre les gens que j'accompagne. Tu vois, je serais toujours en train de me dire c'est une projection de son monde, je l'entends, je la comprends, mais de toute façon, j'ai pas à l'intérioriser parce que c'est pas mon monde, mais je le vois dans le quotidien. Je le vois quand je discute avec des clients. Je le vois entre collègues. Je le vois dans le banal de tout le monde, en fait. Et ça parle à beaucoup de gens. Parce que c'est Mm. vrai. C'est pas quelque chose d'inventé derrière un bureau. Et même dans les bureaux, hein, il y a aussi des histoires et des situations compliquées. Hein, je dis pas. C'est juste que j'aime bien le terrain, moi. Je suis une femme de terrain, j'aime bien aller me confronter aux choses pour mieux les comprendre, les digérer, et je cherche pas à diffuser ma science infuse, mais dire je te reconnais. Mm. Ce que tu vis là, je suis passée aussi par ça. Tu peux pas en fait te projeter dans la vie de quelqu'un sans dire ouais non mais c'est bon, t'es gentil, comment dire, t'es sensible, parce que tu parlais de gentillesse, tu vois, tu parlais de petites phrases de gentillesse pour décrédibiliser la personne, mais c'est ça en fait. Mm. Par contre, quand tu partages la même souffrance, là, on n'est pas sur le même lexique. On est sur quelque chose d'empathique. Après, ça rentre jamais dans le cadre du coaching, mais moi, je suis capable en fait, je sais pas comment te dire. J'ai remarqué que souvent on me dit, mais Isa, tu sais faire de la vente émotionnelle. Mais c'est quoi la vente émotionnelle? Je cherche pas à jouer avec quelqu'un sur ses émotions pour lui vendre un truc. Non. C'est par exemple quelqu'un qui vient et qui me dit, j'ai besoin de ça. J'essaie de comprendre son monde pour pouvoir lui apporter la meilleure réponse possible et de le suivre de A à Z. C'est-à-dire que s'il y a un pépin sur le chemin, bah, bien sûr que je ne vais pas le laisser tomber, je vais l'accompagner jusqu'au bout. Et combien de fois maintenant tu rentres dans un magasin ou ailleurs, les gens ils s'en foutent, quoi, clairement, ils sont juste là pour te dire tu payes et tu te casses, quoi. Ça marche pas comme ça pour moi en tout cas. Tu vois, c'est vraiment ça qui est important. Non, c'est sûr. Mais comme tu dis, je pense que naturellement, tu fais la vente entre guillemets émotionnelle à partir du moment où tu as bien compris le besoin et que tu t'es réellement intéressé à Mm. l'autre, bah naturellement, tu vends. T'as pas besoin de convaincre, tu as juste Ben, c'est ça. écouté. Donc, enfin, moi, je trouve ça beaucoup plus sain, en fait. En tout cas, beaucoup plus à l'écoute Ouais, ouais, de ouais. l'autre. Donc, Mais c'est ça en fait qui fait la différence. Et tu vois, c'est parce que j'ai fait 20 ans de vente. Alors forcé dans le sens où j'ai appris vraiment les techniques basiques. Bonjour monsieur, bonjour madame, nanana. Tu vois, là vraiment ça saoule ça, hein. Ça saoule quand t'as 4 vendeurs au mètre carré le dimanche ou le samedi là. Ou même à l'entrée, à l'accueil. Tu vois, quand je vois les petites jeunes à l'entrée des magasins, je fais oh là là, les souvenirs, laisse tomber. Et en fait, je me suis dit, mais tout ça, ça fait partie du parcours aussi. C'est vraiment accueillir l'autre. C'est quand on te met à l'accueil, on sait que tu es quelqu'un d'accueillant. Moi, on me mettait souvent à l'accueil. mm. Et cet accueil-là, en fait, je l'ai transformé en accueil inconditionnel. Moi, c'est vraiment, je vous prends comme vous êtes, même si parfois j'ai de tout, hein. J'ai tous les Mm. profils qui peuvent m'arriver en face, hein. Ouais. Et tu as parlé d'un truc intéressant, je pense que ça a parlé à beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs. Le truc, c'est que bah, c'est bien, on veut tous être à l'écoute, creuser les besoins et tout ça, comprendre l'autre et tout, mais derrière, il y a des gens qui ont un business à faire tourner. Donc, c'est-à-dire que tu es partagé entre, oui, alors j'ai ma mission de coach humaine à l'écoute, etc., mais j'ai besoin de vivre. Et du coup, des fois, bah, on n'arrive plus trop à être à l'écoute parce qu'en fait, on veut vendre. Donc, comment toi, tu as trouvé un juste équilibre là-dedans? Bah, c'est marrant parce que la dernière fois, j'ai fait le salon de la nouvelle vie pro et j'ai fait du flash coaching. Et crois-moi que j'en suis même plus à cette étape-là. Ça y est, j'ai déjà mes réponses. En fait, mes tarifs, ils sont alignés avec qui je suis, pourquoi je fais les choses et pourquoi je me donne les moyens de réussir. Donc, j'ai eu un coaché justement qui était en difficulté financière, c'est pas évident, nanana et tout. Donc, j'explique.
que oui, je peux faire un geste, c'est-à-dire je descendrai pas en dessous d'un certain prix. Par exemple, moi, je descendrai pas en dessous de 50 euros, tu vois. Par exemple, pour une heure. Tu vas me dire, ouais, mais ça fait cher, tu vas voir le psy et tout. Non, lui, comment dire, je peux me permettre de faire ça. Parce que je sais que derrière, si même il investit 50 euros pour lui, pour sa séance, ça sera beaucoup plus valorisant que de se dire c'est gratuit ou c'est pas cher. Et moi aussi, il faut que je valorise mon travail. Parce que c'est du temps que j'investis pour la personne. C'est un temps aussi. Alors, je tiens à préciser que je n'utilise aucune intelligence artificielle. Donc ça aussi, c'est ultra important pour moi. Pas d'analyse de client avec l'intelligence artificielle. Moi, je n'analyse pas, vraiment, je travaille sur ce qu'il m'a dit, les outils que j'ai à disposition sur lesquels je suis certifiée. Et ça a de la valeur, parce que ça fait 3 ans que je pratique maintenant. Donc ça fait 3 ans que j'écoute des gens, que je les accompagne et qui a vraiment, tu regarderas les témoignages hein, si tu veux, mais de parcours de personnes qui ont voulu témoigner, il y a des vrais changements. Donc ça veut dire que j'ai cette capacité-là à accompagner. Si maintenant c'est trop cher, bah va à la Fnac, va acheter un bouquin et on en reparle dans un an, tu vois, c'est comme moi, c'est exactement la même chose. Mm. Il faut savoir où mettre de la valeur et ça, j'ai appris ça dans le commerce justement. Si ton produit t'en est sûr, si tu sais très bien ce que tu peux apporter en plus à tes clients, pourquoi est-ce que tu vas te brader? Moi, 50 euros, c'était exceptionnel pour cette personne-là, mais je suis à 70 euros, tu vois. Et c'est déjà très bien. C'est déjà très bien pour quelqu'un qui va être accompagné de mettre 70 euros une fois par semaine ou tous les 15 jours pour sa séance. C'est je me donne aussi de la valeur. Donc, je prends soin de moi. Oui, ça sera aussi à la même hauteur l'investissement qui y sera mis. Oui, c'est ça. C'est vraiment pareil que quand j'ai démarré en coaching. Clairement, j'ai arrêté d'acheter des fringues à 2 balles. J'ai arrêté de faire des dépenses stupides et j'ai investi sur moi. J'ai mis de côté et je me suis dit, bah, ça vaut le coup. Parce que je suis enfin en train de sortir la tête de l'eau là. Je suis en train de redevenir moi et clairement, j'ai fait des séances avec des psys où j'ai payé 90-100 euros sans jamais être pris en charge. Ils me parlaient pas, hein. Ils me parlaient pas. Je me rappelle de quand j'ai perdu mon père, j'étais en panique, je savais pas quoi faire. Bon, c'était juste avant. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire Enfin, c'est horrible de perdre tes parents, tu vois. Il y a quelque chose de très dans l'enfance, justement. Tu perds un repère énorme. Et la seule phrase que la psy a pu me dire, c'est bah, dites-lui simplement que vous l'aimez, quoi. Je fais, ouais, super, mais ça, un conseil d'amis, ça aurait été pareil. Je suis ressortie énervée, mais tellement énervée. Et en fait, ça, je me suis dit, mais en fait, les psys, vous servez à quoi si ce n'est hocher la tête pendant une demi-heure et enchaîner les clients, enfin les patients, parce que c'est bien des patients, hein, c'est pas des clients. Euh, vous servez à quoi? Et le coaching a été une révélation pour moi. Je me suis dit, il y a des gens qui ont besoin d'une thérapie, il y en a d'autres qui ont besoin de psychiatrie, c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais n'enchaînez pas les patients pour faire du business. Écoutez, répondez, tu vois, c'est facile. Et ça aussi, ça Mm. m'a mis hors de moi. Ah Non, ouais, mais je non. pense surtout aussi comme toi qu'il y a beaucoup de personnes, surtout qui manquent d'outils, de plein de choses. Et c'est pour ça que tu te retrouves à dire des absurdités comme bah, dis-lui que tu l'aimes. Bon, bah, ça se serait si tu dis que tu l'aimes, ça change quelque chose. Ah Et ouais, non après, il y a mais des gens qui peuvent faire des dépressions. C'est ouais. grave quand même. Oui, bah, Enfin, je suis ressortie, j'avais l'impression d'avoir zéro repère. J'étais en plus en demande d'aide. Je ressors, j'avais l'impression de flotter. Tu sais, il n'y a plus rien. Oh, c'est horrible. J'ai dit, écoute, hein, c'est simple, tu vas l'accompagner avec tout l'amour que tu peux jusqu'au bout et tout se passera bien parce que bah, c'est ton papa, il t'aime et de toute façon, c'est la vie. Tu peux pas essayer de retenir quelque chose qui t'échappe des doigts. Là où, voilà, c'est apprendre à lâcher prise sur là où tu ne peux rien faire. Et la mort en fait partie. Mais là, effectivement, quand c'est trop, tu vois, dans l'enfance, je l'ai dit moi-même, hein, je suis allée dans l'enfance à ce moment-là, ça parle du passé, donc c'est un psychologue. Mais faut-il encore en trouver des bons qui ont vraiment cette sensibilité-là, ces outils? Et là, c'était l'urgence. Donc, j'ai pris le premier qui vient. Tu vois, c'est... ouais. Ouais, c'est pour ça, c'est bien de faire un rappel aussi à tout le monde que bah, si on a un problème, il faut vraiment persévérer dans le fait de trouver la bonne personne parce qu'il y a plein Ouais, d'outils qui existent, plein de spécialités, des outils. Alors même, ça peut être l'hypnose, la kinésio, le coaching, ça peut être plein de trucs. Du moment que tu trouves quelqu'un, il faut vraiment pas lâcher le fait qu'il y a une solution et il y a du sens dans tout et on peut trouver quelque chose. Faut juste pas lâcher, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui craquent et qui se disent, ils tombent sur une mauvaise personne
Puis après, en fait, ils se laissent aller alors qu'il y a tellement d'autres choses, tellement plein de personnes aussi qui peuvent apporter beaucoup d'autres choses qu'une psychologue qui te dit t'inquiète, ça va aller. Enfin bon. Ouais, Non, mais t'as super. raison, c'est exactement ça. En fait, c'est ce qui m'est arrivé, mais dans d'autres domaines. Et ça m'a beaucoup forgé. J'ai appris de ça. Parce que maintenant, plutôt que de me dire celle-là, c'est blanc ou noir, je peux pas la blairer, même si au fond de moi, je peux pas la blairer, mais que j'en ai besoin parce que c'est une professionnelle de santé et que je peux pas faire autrement. Bah, il y en a certains où j'ai fait un bout de chemin. Puis il y en a d'autres où j'ai dit, bah non, en fait, ça va pas, je vais continuer de chercher. Pourquoi est-ce que j'irais, en plus de me rajouter déjà une difficulté psychologique? Si vous n'êtes pas à l'aise, ça sert à rien, en fait. Enfin, comme moi, il y a des gens, en fait, mon authenticité, ça va peut-être les gêner, les brusquer. Ils vont se dire, bah non, pas elle. Parce que j'ai peur, elle va me faire bosser comme une malade et tout. Mais non, mais ça va, je fais pas peur, hein. Je suis en mode aussi très douce. Et ça, ma douceur, elle est reconnue même dans mon travail. C'est un équilibre. Tu peux pas être dans, comment dire, la complaisance, parce que je déteste ça. Oui, 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 mon chéri, oui, oui, machin, et après te dire, ouais, bah, écoute, Nadine, elle me fait chier parce que la machine à café, oui, mais est-ce que tu lui as déjà dit qu'elle te fait chier, qu'à la machine à café, t'as pas envie que, je sais pas moi, qu'elle te parle d'un sujet alors que t'es en pause? Non. Et comment veux-tu que Nadine, elle le sache? J'ai rien contre les Nadine, j'aime beaucoup ce prénom. Nadine. J'ai eu Et une cliente, ouais, tu j'ai eu fais une cliente comment, qui s'appelait toi, Nadine, si... j'ai dit, oh non, la pauvre. Non, je sais pas. Non, mais c'est intéressant. Mais justement, si par exemple, tu as un client ou quelqu'un en face de toi qui a cette complaisance un peu, comment est-ce que Ouais, tu réagis? Parce que bon, je pense que tout le monde peut se retrouver vis-à-vis de quelqu'un dans la vie comme ça. ouais. Euh, Tu fais quoi? Ah bah, j'adore le mener dans son jeu, c'est-à-dire bah, je le fais surenchérir jusqu'à ce qu'il soit ridicule, en fait. C'est stupide. C'est tellement stupide que ça devient grossier. Genre, de toute façon, vous allez me dire oui, hein? Oui, bon, ok, ok. On prend ça alors. Oui, oui, non. Non, mais bon, on va arrêter de jouer, en fait. C'est pour ça que je te dis, mon équilibre, il est là. Si c'est quelqu'un qui est trop complaisant, et ben, je vais lui dire, non, mais en fait, où est-ce que vous voulez aller, là? Parce que ça mène nulle part. On est en train de reproduire ce que vous avez déjà fait, ou tu vois, en fait, ils se retrouvent bloqués dans leur propre jeu, et moi, je le vois assez rapidement. Donc, soit on fait un outil, hein, ça s'appelle le recadrage en coaching, pour savoir si la personne elle est vraiment motivée ou pas, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les enjeux en dessous. Parce qu'en général, quand on joue à ce jeu-là, c'est que bah, soit on n'a plus envie ou il y a un autre problème. Et puis, je laisse le temps à la personne de se décider si on arrête ou pas, et libre à elle de choisir après. Ils peuvent Hmm. repartir, hein, c'est pas ma vie, hein, c'est la leur. C'est à eux de décider. Hmm. Ouais, je trouve que c'est hyper important ce que tu dis parce qu'on ressent vraiment qu'il n'y a pas ce côté un peu sauveur que beaucoup de personnes qui accompagnent peuvent avoir, tu vois. Surtout pas, surtout pas. Le syndrome du sauveur, c'est celui que j'avais quand j'étais petite, justement. En plus, j'étais la petite dernière. Donc, toujours à vouloir, tu sais, Laura Ingalls, ça a toujours vouloir sauver les situations, se sacrifier pour les autres, à son propre détriment, essayer de résoudre des problèmes alors qu'on m'a jamais demandé mon avis, dans le sens où ça me regarde pas, le problème des autres. Euh, je sais pas, j'ai envie de te dire, jamais ce syndrome du sauveur, c'est la base. Quand tu commences à t'équiper en coaching, il faut bosser sur soi, hein. Faut vraiment avoir fait, moi, depuis mes 33 ans, hein, je bosse sur moi. Donc aujourd'hui, j'en ai 40. Donc le temps que ça se mette en place, tout ça, ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. En vrai, tu te dis, si tu joues au rôle du sauveur pour ton client, c'est foutu. C'est foutu. Tu n'es plus dans ton rôle de coach. On n'est pas des sauveurs. Ça, c'est clair. Mais il faut travailler sur soi. Donc, les coachs qui travaillent pas sur eux Ouais. à côté, bah, comme tu disais, il y a une différence entre coach et coach. Bah, le danger, c'est déjà pour eux-mêmes, parce que je pense qu'ils se mentent, ils s'imaginent une vie en se disant, bah, je me donne de l'importance parce que j'ai un vide à combler. Mais le problème, c'est qu'en face, il y a un être humain et que lui, il a rien demandé. Donc il faut pas aller faire jouer à ces jeux-là, c'est très dangereux. Mm. Mm. Et là, je vais passer plus aux questions par rapport à toi, ta vision pour l'avenir. Toi, tu Ouais. te vois où dans 5 à 10 ans, justement Voilà, alors franchement, si je pouvais me faire le kiff d'imaginer ma vie dans 5 à 10 ans, c'est je me vois dans mon local en fait avec d'autres coachs. J'aurais réussi à créer mon agence de coaching qui s'appellera Votre Voix, au-delà du votrevoix.com, et j'aimerais qu'on soit 5 6 coachs. Petite équipe, mais au moins qui puisse accueillir des gens en présentiel ou même
développer des programmes d'accompagnement humain, c'est-à-dire sans AI, sans intelligence artificielle, que ce soit sur l'analyse, sur toutes ces choses que les coachs utilisent pour le moment. Pour moi, c'est déontologiquement impossible, en fait, d'associer ce côté. Enfin, en fait, raconter la vie de quelqu'un à une intelligence artificielle, c'est comme raconter la vie à quelqu'un d'autre, ça doit rester confidentiel. Donc, pour moi, c'est pas possible. Donc ouais, j'aimerais vraiment créer ce groupe de coachs avec chacun nos compétences, mais qu'on travaille tous dans la même direction. Hmm. Et ouais, j'aimerais être un pilier du monde du coaching. Alors, je veux pas être Vincent Lénard, hein. Je cherche pas à être la nouvelle pape du coaching. J'ai pas envie de réinventer les outils, j'ai pas envie de chercher les derniers, comment dire, les derniers courants de pensée. Parce que même ça, tu sais quoi, j'ai essayé une fois, juste j'ai demandé à l'AI de me créer un courant de pensée pour les années à venir, elle sait très bien en faire, hein. C'est hallucinant. Moi, je préfère avoir de l'humain, quelqu'un qui a vraiment testé, qui est scientifique, qui, voilà, qui peut prouver A plus B, mais avec des études. Mais jamais j'utiliserai ça. Enfin, vraiment, je me vois comme une fondatrice. Vraiment une fondatrice. Et j'ai Trop pas bien. envie de sortir de bouquins en plus à la Fnac parce que je sais que j'ai pas envie qu'on le regarde, qu'on le lise et que ça me dore un petit peu le blason, hein, comme on dit là, juste pour flatter l'ego. J'ai juste envie d'être humble et être moi-même et créer des choses pour l'avenir, c'est-à-dire des agences de coaching qui s'appellera Votre Voix. Et chacun viendra avec sa singularité pour qu'on puisse aussi trouver des clients parce que c'est dur, on va pas se mentir, qu'il y ait des endroits de repère pour les gens, pour se dire là, c'est sécurisé, je sais que je peux y aller, tout en protégeant le business de chacun parce que je sais que c'est pas évident. C'est pas évident. Hmm. Et j'avais une question justement par rapport à tes projets pour la suite. Tu as des rêves aussi, sinon hors du coaching Ouais, j'aimerais savoir jouer du violon. Ça fait 2 ans qu'il est dans l'armoire. Ah, c'est horrible. Ça me saoule. Le violon. Je me suis choisi un instrument, c'est un des plus durs, mais je kiffe. Je sens cette musique céleste, tu vois, vraiment quelque chose de très très beau. Et c'est tout bête, mais c'est encore un autre challenge que j'ai envie d'accomplir. Mais là, il y a beaucoup de choses en même temps, donc j'y vais step by step. Déjà, je commence à jouer un petit peu quelques petites partitions. Mais voilà, c'est tout bête, mais c'est quelque chose qui me fait plaisir. Hmm. Et si tu avais un seul conseil pour une personne qui hésite à se lancer dans un accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais? Combien de temps tu veux encore que ça dure? T'en as pas marre? Allez, on se dessine, on fait quoi? Mais non, mais c'est bon, J'adore. quoi. Arrête de pleurer, arrête de te plaindre, t'es pas Calimero. Qu'est-ce que t'as envie de voir? Allez, c'est quoi la prochaine étape de ta vie? Ce serait quoi, en fait, l'idéal de ta vie pour toi? T'as envie de savoir chanter? Bah, chante. T'as envie de, je sais pas, moi, d'être patineuse artistique? Vas-y. Au moins, t'essayes. C'est pas grave si tu te plantes, mais au moins, t'as essayé. Hmm. Et quel livre, ressources, méthode t'a aidé, toi, profondément et que tu voudrais partager? Alors, bah, justement, on en a parlé tout à l'heure. Euh, alors, bon, après, ça n'a rien à voir avec le développement personnel, hein. Là, je vais te partager un truc vachement intime, mais qui ne concerne que moi, donc attention. Donc, je suis croyante. Donc, au-delà de tous les bouquins sur le développement personnel, j'ai envie de te dire la Bible. Parce que bah, je crois profondément en Jésus, je crois profondément aux valeurs chrétiennes. Et honnêtement, j'ai aussi challengé la Bible, ce qui est très drôle. C'est-à-dire que quand j'ai voulu comprendre si c'était vrai ce qu'il y avait dedans et comment ça fonctionne, bah, j'ai appliqué et quand j'ai vu que ça fonctionnait vraiment, même 2000 ans après, j'ai fait waouh, c'est incroyable de voir que la foi est vivante, que c'est une force active. Et même quand j'ouvre un des passages de la Bible, crois-moi que dans ma semaine, il se passe quelque chose en lien pour m'aider à comprendre, pour avancer. Tu vois, là, j'ai lu un passage sur les personnes qui sont bah, athées, qui sont les païens, qui sont co-héritiers du royaume de Dieu, par exemple. Bah, mon conjoint, il est non-croyant. Et c'est OK pour moi et je le conçois et je le comprends.
Alors que quand tu vas parfois à l'église, tu rencontres des gens qui sont un peu, excusez-moi l'expression, des cubénis, des Flanders, des gens qui, voilà, qui pensent qu'en allant tout le temps à l'église, j'ai rien contre ça, c'est juste parfois ça ferme les portes à des gens qui aimeraient comprendre, qui aimeraient justement ouvrir leur cœur. Il faut pas forcer à croire, faut pas forcer les gens à croire, tu vois, c'est vraiment quelque chose de très très fort pour moi. Donc la Bible, ça m'a beaucoup aidé à comprendre comment aimer son prochain, même quand c'est dur. Ça va être, bah oui, ne pas mentir, des trucs tout bêtes. Et c'est pas bête, en fait, c'est vraiment, c'est là, en fait, c'est ancré dans l'humain. Ça sert à rien de se mentir à soi-même. Ça sert à rien. Puis en plus, tu sais, quand je lis, je me dis que Jésus, c'était quand même un des premiers coachs, hein. Parce que vas-y, pour motiver 12 gars à aller partout dans des situations pas possibles, jusqu'à risquer à mourir, pour dire, bah voilà, on vous annonce la bonne nouvelle, quoi. Enfin, t'imagines à l'époque, c'est quelque chose, quoi. Après, quand je regarde les livres de coaching, honnêtement, c'est dur parce que j'aime pas, par exemple, les bouquins comme les 5 blessures de l'âme. Je sais que ça va hurler là derrière les antennes, mais les accords Totec. Oui, d'accord, très bien, mais ils sont aussi limitants. Il y a des moments où on pourrait fuir une situation en se disant, bah en fait, n'en fais pas un cas personnel. Ouais, à chaque fois que je me prends la tête avec quelqu'un, je me dis, n'en fais pas un cas personnel, mais il y a quelque chose qui est blessé en moi qui fait que la prochaine fois que je vois cette personne-là, il va falloir qu'on en parle quand même. Parce que j'ai envie qu'on avance et qu'on évolue. J'ai pas envie de fuir une situation, tu vois. Mhm. C'est un bouquin sur Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Alors l'auteur, je me rappelle plus exactement. Je l'ai lu et je me suis beaucoup ressentie dans ce livre-là, j'allais dire ce film-là. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup aidé à comprendre qui je suis et pourquoi je suis un petit peu comme le petit poisson là qui remonte le courant et qui va pas dans le sens des autres. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre qui je suis. Mais après, voilà, vu que les livres Fnac, je les ai pas appréciés dans le sens où je peux y aller et aujourd'hui les voir comme des outils. À l'époque, j'ai l'impression que je me noyais dedans pour essayer de mieux me comprendre et en fait, c'était trop. C'était pas Mhm. ça qui m'apportait la valeur ajoutée que je recherchais. Mhm. Et rien à voir, mais du coup, ça va être pour les petites questions de conclusion. Si tu pouvais revenir en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Envoyer chier tous mes ex, bien avant qu'ils me pourrissent la vie. Ouais, déjà ça. Non, mais franchement, il y a des gens que tu rencontres dans ta vie, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé à cette époque-là? Bon, c'est comme ça. Ouais, non, je pense que si j'avais, je sais pas, franchement, si on me donnait le pouvoir de faire ça, il y a une personne que j'irais aider et c'est mon frère. Mais bon, voilà, c'est parce qu'il est plus de ce monde, donc je l'aurais accompagné et aidé pour pas le perdre. Mais comme je me suis déjà posé cette question, je me suis dit tout ce qui a fait ma vie et qui fait ce que je suis, même dans les pires moments, c'est ce qui fait Mélisa, en fait, tout ce que je suis moi. Donc je me dirais que non, je veux pas y retourner. Parce que si je modifie une action, tu sais, c'est un peu comme dans Retour vers le futur. Si tu modifies quelque chose, bah, les conséquences seront différentes. Et j'ai pas envie de perdre un dixième de ce que je suis, même si ça a été dur. Tu regarderas tous les podcasts, vous avez tous les mêmes réponses. Enfin, nous, on a tous les mêmes réponses, les coachs. On sait Ouais. très bien que ça change après tout le reste. Donc, au début, on dit des trucs, et puis après, on dit non, bon, bah, voilà. Non, mais comme on rationalise, on se dit non, mais de toute façon, c'est pas possible. Et Ouais, c'est assez heureusement, ça rigolo. s'appelle la vie. Mais ouais. Qu'est-ce qui te rend le plus fier, toi, aujourd'hui? Ouais, bah, c'est l'accompagnement, c'est on arrive en fin de parcours, ou même pendant toutes les étapes du coaching, quand je suis avec quelqu'un qui bosse, qui se donne les moyens, et à chaque fois elle me dit merci, c'est grâce à vous. Je fais non, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous, parce que j'ai beau vous donner des exercices, si vous les faites pas, si vous motivez pas pour passer à l'action, bah, vous seriez resté au même endroit qu'au début. Et c'est kiffant de dire, je suis juste serviteur, en fait, je te donne, et c'est toi qui utilise. Tu rends à l'autre son propre pouvoir.
d'agir. Tu vois, parce que souvent les gens, et je sais pas, hein, je pense que d'autres coachs doivent le faire, c'est genre je vous remercie. Et il y en a qui adorent entendre ça, qui font oui, oui, merci. Rendez à César ce qui appartient à César. Tu vois, bah, je te parlais de la Bible sans le vouloir, mais c'est ça. C'est vraiment de se dire, être assez humble pour dire en fait, je suis qu'un passage dans leur vie et c'était très très beau de pouvoir vous accompagner sur ce moment-là. Surtout quand Mm. c'était sur des cas de harcèlement, quand tu es sur de la noirceur, quand tu es sur des trucs pas beaux. Ah, et y revivre après, ça fait du bien. Ça fait du bien. Mm. Est-ce qu'il y a un petit message que tu souhaites laisser avant que je te laisse? Ouais, pour bah, tous les coachs que j'ai pu offusquer sur les bouquins de la Fnac, pardon, mais en tout état de fait, en fait, j'ai eu une coach qui a utilisé un petit peu ces bouquins de Fnac et qui est sortie de son rôle de coach certifié. J'ai pas apprécié parce qu'en plus de ça, bah, c'était une prof à ce moment-là. Je lui en ai déjà parlé. Peut-être elle s'en reconnaîtra, c'est pas grave. Je sais qu'elle est OK avec ça et que, en fait, ça fait partie des choses que jamais j'imposerai à qui que ce soit. Mes croyances, c'est mes croyances. Mes valeurs, c'est les miennes. Les outils sur lesquels je suis certifiée me servent uniquement dans mon travail et c'est tout. J'ai pas à... En fait, moi, on s'en fout en coaching. J'ai pas à infiltrer mon point de vue à qui que ce soit. Donc, gardez cette neutralité absolue, même si c'est dur. Habituez-vous, vous passez un dimanche avec vos papa et belle maman, mettez-vous dans leur univers et restez neutre. Vous allez voir, vous allez passer un super moment. Mais ça va être formateur. Ça va piquer, mais ça va faire du bien. Et puis pour tous les coachs en devenir qui veulent se lancer, bah allez-y, aidez-nous parce que il y a au moins un coach sur Terre qui correspond à une autre personne et on a besoin de vous et c'est chouette. Tombez pas trop dans les haïs parce qu'on ne sait pas encore où ça va nous mener en termes de relations humaines. Restez vraiment simple et authentique. Je pense qu'un client qui vous voit comme vous êtes, c'est vraiment plus agréable que quelqu'un qui joue un personnage. Et puis pour les coacher, bah, lancez-vous. Je pense que à un moment donné, la souffrance, on en a marre. Ou alors c'est que vous l'alimentez, parce que le bonheur, c'est un choix. C'est vraiment un choix d'être heureux. Et si vous ne souhaitez pas être heureux, bah voilà, vous pouvez pas vous plaindre. Enfin, vous avez le résultat de ce que vous semez, en fait. Mm. Et, euh, et voilà, de manière générale, je dirais que la vie, elle est faite de haut et de bas et de plein de transitions, de plein de transformations. Donc c'est normal pour moi qu'à un moment donné, on se pose la question de j'ai besoin d'aide, quelle qu'elle soit. Comme tu disais, qu'importe le corps de métier, du moment que ça vous correspond, que ça vous respecte, que ça ne vous force pas, euh, et ben allez-y. Et puis après, go, il n'y a plus qu'à se donner les moyens. Yes. On peut te retrouver où si on te cherche sur les réseaux? Alors sur votrevoix.com, comme son nom l'indique, c'est votre voix, donc ça veut dire bah, comprendre votre identité et où vous voulez aller. Vous partez d'un point A à un point B, on ne retourne pas en arrière, on ne cherche pas à analyser le passé. Même si on l'évoque, ça peut arriver, mais je saurais vous recadrer pour vous dire, allez, maintenant, qu'est-ce que vous choisissez, quoi. Et je vous vois toujours, mes clients, je ne tutoie pas. C'est un truc de fou. Il y a des gens qui vont dire, quoi? Quoi? Mais je crée du lien comme ça. Ouais, mais vous êtes pareil, vous n'êtes pas mes choses. Je vous respecte. Et c'est ultra important pour moi. Yes, trop bien. Bah, merci beaucoup pour ce petit moment. Ah, Et merci à puis, toi. on se dit à très vite. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Partage de Coach. Si cette histoire vous a touché ou inspiré, pensez à laisser un petit mot, un like et surtout à le partager. Parce qu'une histoire partagée peut transformer une trajectoire. Et si vous voulez aller plus loin, rejoignez la communauté Asilience, un espace vivant et gratuit où chaque semaine, nous partageons des événements, des ateliers et des temps forts pour développer les 4 piliers du coach de demain. La posture pour incarner certitude et légitimité. Du coaching transformationnel pour créer de vraies transformations. Un business aligné pour vendre avec authenticité et impact. Du leadership pour inspirer et fédérer durablement. Le lien est directement en description, juste en bas. Et rappelez-vous, dans Asilience, on ne grandit jamais seul. À très vite pour un nouvel épisode de Partage de Coach.